Bonjour, professeur Couvreur. Bonjour. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Avec plaisir. Donc, vous êtes professeur émérite de pharmacie à l'université Paris-Saclay et vous êtes spécialiste des nanotechnologies médicales. Donc, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos internautes? Oui, donc je suis pharmacien de formation et puis j'ai fait une thèse de doctorat dans le domaine de ce que l'on appelle la galénique. Alors, vous savez que la galénique, c'est finalement la forme d'administration d'un principe actif d'un médicament. Et j'avais fait ma thèse en fait sur les comprimés pharmaceutiques. Et j'ai eu la chance à l'Université catholique de Louvain, hein, où je faisais mon travail de recherche, d'être juste à côté du laboratoire du professeur Deduve, qui était à l'époque prix Nobel de médecine, malheureusement il est décédé maintenant, et qui cherchait à trouver des moyens pour faire rentrer des molécules, notamment des molécules anticancéreuses, à l'intérieur des cellules, des molécules qui ne s'y accumulaient pas. Et j'ai trouvé que cela, pour un pharmacien galéniste, c'était réellement un défi extrêmement intéressant. Et j'ai eu la chance de rencontrer à l'occasion d'un congrès international le professeur Speiser, qui avait à l'époque développé alors on parlait de microparticules ou de nanocapsules, mais surtout pas pour faire de la vectorisation des médicaments, mais pour faire, en fait, vous voyez déjà à l'époque, de la vaccination. Et donc, je lui ai proposé de venir à l'École polytechnique de Zurich, où il était professeur pendant un peu plus d'une année, pour encapsuler des principes actifs dans ces nanocapsules et favoriser de cette manière-là la pénétration intracellulaire de médicaments qui, normalement, ne rentrent pas dans les cellules, et donc pour les rendre plus efficaces. Et en réalité, bon, il y a deux choses qui nous ont bloqués à l'époque. D'une part, c'est que la technologie qui était utilisée par Peter Speiser était un polymère, était des nanocapsules qui n'étaient pas biodégradables, donc on ne pourrait pas administrer à l'homme. Et l'autre problème, c'est que pour préparer ces nanocapsules, eh bien, on devait faire de l'irradiation gamma, du Gamma-Bestrahlung en allemand, et ceci détruisait absolument toutes les molécules anticancéreuses qu'on essayait d'encapsuler. Et donc, l'idée était d'encapsuler une molécule, un traceur, qui est la fluorescéine, qui ne rentre pas dans les cellules, mais après encapsulation dans ces nanocapsules. Et alors que je suis retourné à Louvain pour faire ces expériences, avec ces capsules donc préparées à l'École polytechnique de Zurich, on a montré que lorsqu'on incubait des cellules humaines avec de la fluorescéine sous forme libre, eh bien, en fait, la fluorescéine ne rentrait pas dans les cellules. Les cellules restaient noires, si je puis dire. Et après encapsulation, eh bien, les cellules s'illuminaient. Et on a publié ainsi déjà en 1977 le premier papier qui montrait que l'encapsulation d'un composé fluorescent dans des nanocapsules permettait de cibler, de faire rentrer à l'intérieur des cellules des molécules qui ne s'y accumulaient pas de manière, je dirais, spontanée. Et ça a été finalement le début de tout mon travail dans le domaine de la vectorisation des médicaments avant d'arriver en France. On va remonter à l'origine. Quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour cet univers? Alors, écoutez, le premier point, c'est un environnement scientifique de haut niveau et un patron qui était très compréhensif. Je vous explique ça en deux mots. D'une part, à l'Université de Louvain, il y avait cet environnement extraordinaire du laboratoire du professeur Deduve, dont je ne faisais pas partie, mais j'ai bénéficié, bien entendu, de discussions avec les chercheurs de ce laboratoire. Et finalement, c'est eux qui m'ont donné un petit peu cette idée de me lancer dans cette recherche tout à fait passionnante et à l'époque tout à fait novatrice. Et puis d'autre part, j'ai eu un patron qui était extrêmement compréhensif parce que tout ce domaine de la culture cellulaire, de l'étude de la pharmacocinétique intracellulaire, de la pénétration de molécules à l'intérieur des cellules, ce n'était pas du tout le domaine de ce que faisaient les laboratoires de galénique, et en particulier mon laboratoire de galénique. Et mon patron, Michel Rolland,
m'a dit, écoute, moi, je connais mal ce genre de choses, mais je te donne carte verte, tu as envie de faire ce genre de recherche, eh bien, vas-y. Et c'est lui qui m'a d'ailleurs aidé à trouver le financement pour partir à l'École polytechnique de Zurich. Donc, un bon environnement scientifique et, je dirais, pour les jeunes qui se lancent dans une carrière de recherche, certainement essayer de trouver un patron qui est ouvert aux idées nouvelles. Et puis, bien entendu, ce qu'il faut, vous l'avez compris, c'est de la persévérance et de l'enthousiasme parce que après avoir fait ces recherches à l'École polytechnique de Zurich, nous n'étions nulle part. On avait finalement un concept extrêmement intéressant, mais avec un polymère qui n'était pas biodégradable et donc pas injectable à l'homme, et d'autre part, avec une molécule qui était encapsulée, qui était bien gentille, c'était de la fluorescéine, mais ce n'était pas un médicament, et encore moins un médicament anticancéreux. Donc après, il a fallu encore trouver de nouvelles innovations pour adapter ces nanomédecines, ces nanotechnologies à la clinique humaine. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai voulu faire quand j'ai pris ce poste de professeur à l'Université Paris-Sud, qui est maintenant devenue l'Université Paris-Saclay. Alors concrètement, c'est quoi une nanotechnologie? Eh bien, si vous regardez un petit peu l'échelle des tailles, qui va, je dirais, de la molécule qui fait, ça dépend évidemment de la molécule, de l'ordre d'un nanomètre ou même un peu moins, en passant par le globule rouge qui va faire 7 microns, eh bien, les nanotechnologies ont une taille, dans tous les cas dans le domaine de la médecine, pour moi, de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. Donc, on est, pour vous donner un ordre de grandeur, à une taille qui est à peu près 70 fois plus petit qu'un globule rouge. Donc, vous voyez qu'on est dans l'infiniment petit, dans le très petit, mais on est quand même plus gros qu'une molécule. Et ça veut dire que dans une nanoparticule, vous allez pouvoir encapsuler des millions de molécules et en faire un transporteur extrêmement efficace pour cibler certains territoires pathologiques où vous avez un phénomène, je dirais, une maladie particulière, un cancer par exemple, une maladie inflammatoire, une maladie infectieuse. Dans l'une de vos conférences, vous parlez du squalène. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, le squalène? Oui, alors le squalène, en fait, c'est un lipide que l'on a tous dans notre organisme, notamment au niveau de la peau, et qui en fait, chez les mammifères, et chez l'homme en particulier, c'est le précurseur de la biosynthèse du cholestérol. Et jusqu'à il y a peu, on encapsulait des médicaments dans des nanoparticules, mon équipe l'a fait pendant plusieurs dizaines d'années, dans des nanoparticules, alors ce coup-ci biodégradables, puisqu'on a développé de nouvelles nanoparticules biodégradables, on utilisait des procédés physiques, c'est-à-dire de l'encapsulation, du piégeage, de l'absorption, tout ce que vous voulez. Et l'inconvénient de cette approche, et c'était mis en évidence dans beaucoup de congrès internationaux, c'est qu'on a un pouvoir de charge en médicaments qui est relativement faible. C'est-à-dire que pour 100 mg de matériel vecteur, de polymère biodégradable, vous allez avoir 1 mg, peut-être 2 mg de principe actif. Ça veut dire que l'utilisation de nanotechnologie ne va s'appliquer qu'à des molécules qui sont très actives à très faible dose. Parce que dès que vous voudrez augmenter la dose, vous allez devoir injecter 100 fois plus, ou 200 fois plus, ou 50 fois plus de matériel vecteur que de médicaments. Donc, vous voyez qu'on a, je dirais, une limitation importante. Et l'idée, c'était de dire on va passer de l'encapsulation physique à l'encapsulation chimique. On va faire, en d'autres termes, de la chimie plutôt que de faire de la physique. Et l'idée, ça a été d'utiliser le squalène, ce lipide qui est tout à fait biocompatible qu'on a dans notre organisme, et on a couplé chimiquement à ce lipide toute une série de molécules, des anticancéreux, des neuropeptides, des molécules qui ont une activité sur le système nerveux central, des antibiotiques et même aussi des antiviraux. Et on a constaté que quelle que soit la molécule fixée au squalène, quand vous avez ce bioconjugué, donc la molécule qui est couplée chimiquement au squalène, et que vous mettez ce bioconjugué dans de l'eau, eh bien vous obtenez systématiquement des nanoparticules de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres, mais cette fois-ci avec un pouvoir de charge beaucoup plus important.
puisque chaque molécule de squalène va transporter une molécule de médicament. Et donc, on va avoir, ça dépend évidemment pour les chimistes, du poids moléculaire du principe actif, mais on va avoir des pouvoirs de charge, des taux d'encapsulation qui vont dépasser en général les 50%, les 60%, voire même quand on utilise des oligonucléotides antisens, on va atteindre 90% de pouvoir de charge en principe actif. Donc, vous voyez que c'est une véritable révolution dans le domaine de la nanomédecine parce que ça ouvre évidemment des perspectives extrêmement intéressantes avec une technologie qui est très agile et qui peut s'appliquer cette fois à un très grand nombre de médicaments. Du coup, je vais prendre un titre un de vos livres. Les nanotechnologies peuvent-elles contribuer à traiter des maladies sévères? Oui, oui. Oui, alors, bon, moi, étant pharmacien, j'ai toujours voulu m'intéresser à des pathologies pour lesquelles on n'avait évidemment pas de traitement ou des traitements qui sont insuffisamment efficaces. C'est-à-dire, mes travaux se sont d'abord concentrés pendant une vingtaine d'années, je dirais même plus, un petit peu plus, trentaine d'années, sur le cancer, parce que, bon, vous le savez, le traitement du cancer, dans tous les cas de certains cancers, en particulier, je me suis beaucoup intéressé au cancer du pancréas, ce sont des pathologies, alors on a des innovations majeures. On peut dire que certains cancers peuvent être traités efficacement, mais ça reste quand même un domaine de la thérapeutique et de la pharmacologie où beaucoup de choses doivent être faites, en particulier parce que beaucoup de traitements sont extrêmement agressifs et extrêmement toxiques. Et donc, vous voyez tout l'intérêt de la vectorisation des médicaments, de l'encapsulation d'anticancéreux pour cibler les tumeurs et donc pour avoir moins d'effets secondaires, moins de toxicité et une meilleure efficacité thérapeutique, donc un meilleur index thérapeutique. Donc ça, c'est un grand domaine qui m'intéresse. Le deuxième grand domaine, et c'est indirectement lié au cancer, c'est la douleur. Et donc, ce sont les maladies du système nerveux central, ou enfin les pathologies qui sont associées avec la neurologie, ou dans tous les cas, ces sciences-là. Et donc, l'idée, ça a été de coupler au squalène des neuropeptides, comme par exemple des encéphalines, dont on sait qu'elles peuvent avoir une activité antidouleur tout à fait démontrée et efficace. Mais malheureusement, quand vous injectez ces neuropeptides, ces endorphines, ces encéphalines, il n'y a pas d'activité antidouleur simplement parce que ces molécules sont très vite dégradées et métabolisées par l'organisme. Et l'idée était donc de les coupler au squalène de manière à avoir des nanoparticules de squalène encéphaline et de permettre le ciblage, encore une fois, des zones inflammatoires où vous avez une perception douloureuse et donc une activité périphérique, antidouleur périphérique. Et ceci comporte un avantage évident par rapport à l'utilisation notamment des dérivés opiacés, de la morphine, qui provoquent de l'addiction, de la tolérance, de la dépression respiratoire. Et vous savez que, par exemple, aux États-Unis, c'est un problème national, le mésusage des dérivés opiacés pour traiter la douleur. Et puis, on s'est intéressé aussi dans le domaine neurologique en utilisant notamment de l'adénosine couplée au squalène. On s'est intéressé au trauma de la moelle et également à l'ischémie cérébrale, c'est-à-dire aux accidents vasculaires cérébraux, parce que là aussi, on protège l'adénosine et on permet à cette adénosine d'interagir avec les récepteurs qui sont localisés au niveau de la microcirculation cérébrale et de préserver, de faire de la neuroprotection au niveau de ces zones de la microcirculation cérébrale. Et puis un autre domaine qui nous intéresse aussi, mais là on n'est pas passé au niveau avancé, je dirais préclinique avancé, mais on l'a fait sur culture de cellules, c'est le traitement de toutes les infections résistantes quand les germes infectieux, virus ou bactéries, sont localisés au niveau intracellulaire et quand les antibiotiques ou les antimicrobiens ou les antiviraux diffusent très mal ou insuffisamment bien à l'intérieur des cellules. Donc voilà les grands domaines qui m'ont particulièrement intéressé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, vous avez plus de soutien qu'avant?
Écoutez, je vais être franc avec vous. J'aimerais vous dire que je n'ai pas eu de soutien, que tout s'est mal passé. Non, ce n'est pas vrai. J'ai eu beaucoup de soutien pour mes recherches académiques, en particulier, je dois le dire, au niveau de l'Europe, puisque j'ai bénéficié de plusieurs grants, c'est-à-dire soutien financier, de l'ERC, qui est l'European Research Council. J'ai eu notamment un Advance Grant de 2,5 millions d'euros, ce qui m'a permis évidemment de développer toute cette belle histoire du squalène. J'ai bénéficié aussi, je dois le dire, de soutiens nationaux comme l'Agence nationale, l'ANR, hein, l'Agence nationale de la recherche, qui a financé un certain nombre de mes projets à un moindre niveau, bien entendu, ou encore, vous savez, le LABEX, qui sont les laboratoires d'excellence de l'Université Paris-Saclay, le LABEX NanoInnov, qui m'a aussi beaucoup aidé pendant une certaine période. Donc, pour mes travaux de recherche fondamentaux, je n'ai pas à me plaindre. Je dois dire que mon laboratoire a toujours eu des moyens relativement importants. Je dirais que la difficulté se pose beaucoup plus au niveau, en France, au niveau de la valorisation de ces travaux. Puisque vous le savez peut-être, j'ai créé un certain nombre de startups. Bon, une startup BioAlliance n'est pas sur le squalène, qui est rentrée en bourse d'ailleurs en 2005, donc qui est quand même une réussite. Et ça nous a permis d'amener un nanomédicament contre l'hépatocarcinome en phase clinique avancée, hein, jusqu'à la fin de la dernière phase clinique, la phase 3. Mais il est clair que la création de start-up est une chose possible et pas très difficile finalement en France. Il y a beaucoup de start-up. Mais ce qui est difficile, c'est que quand on arrive au niveau, je dirais, du développement pharmaceutique, c'est-à-dire la préparation d'un lot clinique, c'est-à-dire des essais toxicologiques réglementaires sur 2 espèces animales, un rongeur, un non-rongeur, la préparation d'un essai clinique de phase 1, tout ça coûte extrêmement cher, doit être sous-traité. Ça représente plusieurs millions d'euros qu'on ne peut pas faire dans un laboratoire universitaire. Et là, il faut dire qu'en France, il y a un manque de capital risque. Et puis, je voudrais dire aussi que si moi, j'ai bénéficié, encore une fois, d'aides suffisamment importantes pour mes travaux personnels, ce n'est pas le cas de tous les laboratoires. D'une manière générale, je considère que les dépenses que fait la France dans le domaine de la recherche, en particulier de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée, parce que pour moi, c'est un continuum et on ne peut pas séparer la recherche fondamentale de la recherche appliquée, en pourcent du PIB par rapport aux autres pays européens qui sont nos concurrents, ou dans tous les cas nos collègues, comme l'Allemagne, l'Angleterre, etc. On a en biologie santé, par rapport au PIB, des dépenses de recherche qui sont beaucoup plus faibles que nos voisins, avec aussi, il faut le dire, des salaires pour les enseignants-chercheurs qui sont à peu près de 30 à 40, si pas 50% inférieurs aux autres pays européens ou développés, alors comme aux États-Unis, au Japon ou dans les autres pays qui ont une recherche avancée. Et puis, je rajoute qu'en France, et c'est là, je dirais, le gros boulet que les chercheurs tirent avec beaucoup de difficultés, c'est qu'on a un millefeuille bureaucratique qui impose aux chercheurs de passer de plus en plus de temps devant leurs écrans et à faire de la bureaucratie que réellement dans les laboratoires avec les thésards et les postdocs. Selon vous, quand est-ce que la population aura accès à ça, justement, à cette nanotechnologie? Ben, écoutez, elle a déjà accès, puisque vous savez que, par exemple, le vaccin contre SARS-CoV-2, contre le Covid, le vaccin ARN messager, hein, l'ARN messager est en fait un acide nucléique qui est extrêmement fragile. Et quand on l'administre, il est immédiatement dégradé, il ne rentre pas dans les cellules. Et en fait, cet ARN messager, pour être efficace d'un point de vue vaccinal, eh bien, il est, vous ne le savez peut-être pas, mais il est encapsulé dans des nanoparticules lipidiques. Et ces nanoparticules lipidiques permettent 2 choses. D'une part, de protéger l'ARN messager de la dégradation, et d'autre part, de pénétrer, comme je vous le disais au début de mon exposé, de faire pénétrer l'ARN messager
à l'intérieur des cellules, et mieux encore, de permettre à cet ARN messager de sortir de ces vésicules d'endocytose qui a permis la capture intracellulaire pour aller vers le cytoplasme cellulaire et les ribosomes, exprimer la protéine spike, qui est la fameuse protéine de surface du virus SARS-CoV-2, et de déclencher par conséquent la réaction immunologique. Donc, vous voyez qu'on a déjà, je dirais, des nanovaccins qui, s'il n'y avait pas ces nanoparticules lipidiques, il n'y aurait pas de vaccins ARN messagers qui sont quand même les vaccins les plus efficaces et qui ont moins d'effets secondaires actuellement. Je rajoute que vous avez à peu près, ça dépend comment on compte, mais de 40 à 50 nanomédicaments, essentiellement dans le domaine du cancer, qui sont sur le marché à l'heure actuelle, comme l'Abraxane, le Doxil, etc., etc. Donc, vous voyez que la nanomédecine, ça n'est plus un rêve. Quand j'ai débuté ma carrière, beaucoup considéraient que c'était un épiphénomène, que c'était le rêve de chercheurs totalement isolés, qu'on n'arriverait jamais à rien, que ça coûterait beaucoup trop cher, etc. Maintenant, c'est une réalité clinique. Alors, je vais vous poser une question un peu philosophique. À travers vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Écoutez, beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai d'abord appris que les patients qui sont atteints, parce que j'ai eu beaucoup d'échanges avec des patients atteints de maladies graves, et que ces patients s'expriment peu, qu'il faut les écouter, et que en général, quand on est fragilisé par la maladie, on a besoin de soutien à la fois psychologique, et qu'avoir l'espoir de développement de médicaments efficaces, c'est quelque chose d'important, rien que l'espoir pour pouvoir lutter contre la maladie. J'ajoute que, je ne sais pas si ça fait partie de votre question, mais que malheureusement, il y a, on le voit bien avec la vaccination d'une manière générale, il y a un pourcentage qui est minoritaire, mais qui est significatif de la population qui systématiquement a tendance à s'opposer aux innovations en matière de santé et en particulier dans le domaine de la vaccination. Et je pense que ceci est dû au fait que nous manquons en France, parce que c'est quand même un phénomène qui existe dans tous les pays, mais qui est quand même particulièrement prégnant en France, nous manquons en France, je dirais, d'une culture scientifique qui doit être donnée, à mon sens, déjà à l'école primaire, mais surtout au collège et au lycée. Je regrette qu'avec la réforme, on a diminué l'enseignement des sciences, qui devient plus ou moins optionnel, en particulier de la chimie, de la physique et de la biologie. Or, il est évident que si on n'a pas une culture scientifique minimale, si on n'a pas appris à l'école ce qu'est un ARN messager, qu'un ARN messager ne s'intègre pas dans le génome de la cellule, eh bien, il est évident qu'on est beaucoup plus perméable aux idées complotistes qui racontent à peu près tout et n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien qu'il y a les conférences sont enregistrées et sont à disposition sur Internet. Ça, c'est bien, ça. Voilà, tout à fait. Alors, quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, je dois le dire, vous savez que j'ai été professeur au Collège de France, j'ai eu la chaire d'innovation technologique en 2010, Liliane Bettencourt. Vous savez que ces cours au Collège de France sont ouverts au grand public. D'accord. Et ça, c'est quand même que moi, j'ai fait plusieurs cours, en particulier la leçon inaugurale, où le grand amphi était absolument plein, plus de 500 places. Il a fallu mettre des gens dans un deuxième amphithéâtre. Et je trouve que ça, vous voyez, c'est une initiative citoyenne qui permet de partager la science avec le grand public. Une autre initiative importante, c'est la science ouverte. C'est de permettre au grand public d'avoir accès à toutes les publications scientifiques. Mais avant cela, il faut un minimum, je dirais, de formation, de connaissances, d'enseignement pour permettre quand même au public, pas seulement d'avoir accès aux publications
en sciences ouvertes, et c'est un domaine extrêmement intéressant que nous abordons d'ailleurs à l'Académie des sciences, mais aussi, d'une manière générale, d'être capable de comprendre ces publications, dans tous les cas, de les analyser. Alors, professeur, qu'est-ce qui aujourd'hui vous permet de continuer à faire ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous motive tous les jours? Ah ben écoutez, la passion. C'est sûr que moi, j'ai une passion pour les sciences, en particulier au départ pour les sciences fondamentales, hein, la chimie en particulier, la physique, la biophysique aussi. Mais donc ça, c'est sur le plan intellectuel, ce sont les sciences qui m'intéressent beaucoup. Mais je dois dire que d'un point de vue humain, je suis évidemment très sensible aux sciences médicales et pharmaceutiques parce que ça permet d'avoir une transposition, je dirais, de ces sciences fondamentales vers le traitement de maladies graves et donc vers les patients. Et je dirais que ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Donc, c'est, vous le voyez, à la fois de la passion intellectuelle et également de l'ouverture sociétale. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Eh bien, écoutez, qui rêve? Et c'est pour cela que je trouve que le rôle des professeurs dans le secondaire, c'est de faire rêver les élèves. C'est de leur donner des cours qui leur donnent envie de rêver. C'est extrêmement important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs au niveau du collège, du lycée et aussi de l'université qui m'ont fait rêver. Et je crois que les adolescents, les jeunes ont besoin de rêver. Et une fois qu'ils ont un rêve, il faut savoir qu'il faut qu'ils travaillent. Il faut donc, je dirais, du courage. Il ne faut pas s'arrêter devant les obstacles. Il faut avoir de la persévérance. Et c'est ce rêve, cette ambition et, je dirais, ce désir d'avancer qui permet d'avoir une vie professionnelle qui est harmonieuse. Alors pour finir, la liste est longue, mais est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ah oui, oui, absolument. Alors, malheureusement, il y en a deux qui sont décédés. La première personne que je voudrais remercier, c'est mon directeur de thèse, Michel Roland, qui était un homme absolument fantastique, parce que alors que j'étais un tout jeune thésard, avec, il faut dire, je vous l'avoue, les dents qui rayaient le plancher, il m'a donné une totale liberté pour aller vers les sujets scientifiques qui m'intéressaient. Ensuite, il y a Peter Speiser, qui malheureusement est également décédé, qui était, je dirais, un chercheur génial, qui m'a transmis le goût de la valorisation, de la prise de brevets, de la création d'entreprises. Tout ça, je ne le connaissais pas. Et c'est à l'occasion de mon postdoc à l'École polytechnique de Zurich que j'ai compris l'importance de la valorisation pour que la recherche fondamentale puisse devenir une recherche appliquée qui va servir aux patients. Et puis la troisième personne que je voudrais remercier, qui vit encore, heureusement, c'est Francis Puisieux. Francis Puisieux était en fait toujours professeur était professeur à l'université de Paris-Sud et consultant au ministère en 1984. Et c'est lui qui était, il était un des membres de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur que j'avais passé à l'université de Louvain. Et lui, il a été convaincu par ses travaux. Et je dois dire que c'est grâce à lui que j'ai eu, à l'âge de 34 ans, hein, c'était quand même extrêmement jeune, un poste de professeur dans une des meilleures universités françaises, à l'époque l'université Paris-Sud, qui est devenue ensuite, comme vous le savez, l'université Paris-Saclay. Et donc, c'est grâce à Francis Puisieux qu'on a créé cette unité CNRS et que j'ai pu ensuite développer tous mes travaux dans le domaine de la vectorisation des médicaments. Sur ce, professeur, je vous remercie infiniment pour votre temps et partage et continuez à transmettre. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Super. Je vous enverrai l'interview la semaine prochaine. D'accord, c'est pas trop long? Non, ça va, c'est pas trop long. C'est bon, parfait. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Les questions étaient vraiment très intéressantes. Merci à vous, en tout cas. Au revoir.